Très bien. Alors, on va doucement déjà démarrer et les personnes vont encore nous rejoindre en cours de route. Donc, comme ça, au moins, on se présente. Donc, bonjour à tous. Bienvenue dans cet webinaire PIX4, les enjeux de la gestion des risques. Alors, l'objectif de notre échange d'aujourd'hui, en 1 heure, c'est d'aborder les points clés de la démarche de la gestion des risques et son application dans l'univers professionnel. Donc, à la fin de ce webinaire, nous consacrerons 15 minutes pour vos questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser justement le petit chat, la discussion. Là, vous êtes en train de dire bonjour. Aussi pour vos questions. On va justement en cours de route, à la fin, répondre à ces questions avec Jean. Donc, je me présente pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je m'appelle Amanda Vanderlei. Je suis consultante de la gestion des risques et BPM chez PIX4. Et je serai aujourd'hui votre animatrice de cet échange. Et nous sommes heureux d'avoir aujourd'hui comme invité l'expert sur le management de risque, Jean Leray, qui, par les questions qui vont lui être posées, nous apportera son expertise et ses conseils dans ce domaine. Est-ce que tu es prêt, Jean, pour commencer? Oui, Amanda. Très bien. Très bien. Je vais vous partager donc mon écran. Parfait. Est-ce que vous voyez bien l'écran? J'ai accès à la discussion. Vous pouvez mettre un petit oui, juste pour être sûr que vous voyez bien le support. Parfait, Pierre me dit que oui. Parfait, parfait, génial. Donc, démarrons tout simplement par une présentation, bien sûr, de Jean. Jean, en quelques mots, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de ton parcours? Oui, je peux, en quelques mots, effectivement, même si ce parcours commence à être un peu long. Bien, moi, j'ai un parcours d'abord dans le secteur de l'industrie et des services, en intra-entreprise, avant de faire du consulting d'une petite vingtaine d'années. Beaucoup dans l'industrie aéronautique, qui est une industrie très friande et peut-être assez, comment dire, mature justement en matière de gestion des risques ou de management du risque. On verra la différence tout à l'heure. Donc ça, c'est la première étape de mon parcours et je fais après un passage, un retour sur les bancs de l'école dont je parle parce qu'en fait, il m'a permis de faire un mémoire de master justement, dont le cœur était la gestion des risques et c'est comme ça que je suis venu sur cette thématique. C'était en l'an 2001. Et je me suis tourné, j'ai créé mon entreprise de consulting à ce moment-là. Donc, je fais maintenant du consulting depuis c'est mon deuxième étape de 20 ans, depuis une vingtaine d'années. Et ce parcours était équilibré entre, je dirais, gestion des systèmes d'information et gestion des risques. Et aujourd'hui, c'est 95 voire 99% de gestion des risques. Donc un parcours dans ce domaine-là de conseil et de formation. Les deux, et puis un parcours aussi d'auteur, très modestement malgré tout, mais avec la publication d'un certain nombre d'ouvrages sur le sujet, parce qu'il me semblait important par moment de m'arrêter et de mettre en forme les différentes idées que je pouvais avoir sur le sujet. Donc voilà, donc aujourd'hui, je fais du consulting auprès d'entreprises de tout type, que j'accompagne dans leur mise en œuvre du management des risques, justement. Quand je dis de tout type, ça va, je veux dire, de tout type d'activité, d'une part, de toute taille aussi, même s'il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, les démarches de management du risque sont plutôt l'apanage des entreprises d'une taille, je dirais, ETI ou grandes entreprises, et encore assez peu présent dans le monde des PME, PMI. Mais voilà, ça demande qu'à venir. Voilà ce que je peux dire pour essayer de ne pas peut-être être trop long sur le sujet. Simplement, peut-être quand même s'y préciser que je suis, au travers de ce parcours aussi, présent auprès du groupe AFNOR, puisque je travaille avec ce groupe depuis 2005, très exactement. Donc, à la fois
avec AFNOR Édition, puisque c'est mon éditeur, comme on dit, hein, par rapport aux ouvrages que j'ai pu commettre. Donc, et puis aussi avec AFNOR Compétences, c'est-à-dire avec la branche, là pour le coup, formation conseil d'AFNOR, puisque j'occupe un poste par rapport aux formations de référent justement sur la thématique du risque. Voilà, dernière chose, peut-être, j'ai aussi des contacts avec la normalisation dans le cadre de l'ISO 31000, même si ce ne sont que des contacts que je n'ai pas souhaité. Je ne suis pas un acteur très assidu dans ce domaine-là, mais voilà, en tout cas, globalement, mes liens avec le groupe AFNOR sont effectivement assez forts, ce qui me permet d'être, pour le coup, quand même au contact de tout ce qui se dit sur le plan normatif dans le monde du risque, mais aussi sur les thématiques plus connues peut-être de la qualité, de la sécurité, de l'environnement, etc., etc. Est-ce que ça va ou est-ce C'est que... parfait. Voilà. Je pense que c'est parfait. Ça donne déjà un bon panorama parce qu'effectivement, on va aborder quelques sujets concernant la méthodologie des risques, aussi quelles sont les différentes normes. C'est des questions qu'on nous pose souvent sur le type différent de normes, pourquoi on doit mettre en place la gestion des risques. Donc, c'est parfait pour nous donner en tout cas cette introduction. Pour continuer rapidement et donner un peu le contexte à notre public, est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton lien avec Pixfor et pourquoi aujourd'hui tu es là, tu participes avec nous à cet échange? Bien, Pixfor, pour moi, c'est justement la définition d'une opportunité, donc l'opportunité qui fait partie du panorama des risques. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, c'est une rencontre non programmée, enfin en tout cas non préméditée, une rencontre entre autres avec Edouard Coetzee au tout début et qui est toujours hein, le directeur de Pixfor. Donc une rencontre on se rend compte que aussi au cours de cet échange que on partage un certain nombre d'idées et puis qu'on pourrait s'entendre ensemble. Et donc la rencontre d'un éditeur de logiciels d'un côté avec de l'autre côté quelqu'un qui peut poser ce qui pourrait être ce qu'on pourrait appeler le cahier des charges justement d'un logiciel de gestion des risques à un moment où il y avait pas grand-chose sur le marché parce qu'en fait, je pense qu'il n'y avait pas de marché encore trop à l'époque pour le management des risques parce que c'était quelque chose d'assez balbutiant dans les entreprises, sauf peut-être dans des mastodontes de RP que je ne critique pas en disant ça, mais qui correspondaient à des besoins bien particuliers, bien spécifiques. Et donc, voilà, cette rencontre a permis au cours des ans beaucoup d'échanges, a permis aussi donc pour moi de travailler sur le plan méthodologique avec les équipes de développement de Pixfor, de manière à ce qu'on puisse avoir à notre disposition un outil pour accompagner les démarches, parce que une méthodologie, typiquement, par définition, hein, c'est ce que le dictionnaire nous en dit, en tout cas, c'est la combinaison, l'addition d'une part d'une démarche et d'outils. Sous-entendu, les outils sans démarche n'ont pas grand sens, parce que c'est la démarche qui donne du sens. Donc, évidemment, ça signifie savoir pourquoi on fait ça, ça signifie savoir comment on va le faire, quel message on passe, quels acteurs, quelles responsabilités, etc. Tout ça, c'est la démarche. Mais une démarche sans outils, ça peut aussi manquer de concrétude, puisqu'à un moment donné, il y a quand même des données à gérer, il y a de l'information à gérer, et donc c'est ce que doit nous apporter l'outil Pixfor en complément des éternels tableaux Excel qu'on peut utiliser, bien entendu, sur le sujet. On va pas se mentir, ça existe, ça existera toujours. Moi-même, j'en utilise chez un certain nombre de mes clients. Mais bon, les tableaux Excel, ils ont un peu leurs limites. Dès qu'on parle de fiabilité, de solidité de l'information, et aussi quand on parle de partage de l'information, partager des informations via des tableaux Excel, ce n'est pas toujours très simple. Et donc, voilà, l'outil doit nous permettre d'apporter tout ça. Donc, c'est une coopération, je dirais, qui s'est fait dans le fait que je pense qu'on partageait la démarche, justement, le sens qu'on voulait apporter à cette chose-là entre Pixfor et moi-même. Donc, ça, c'était important. Et du coup, on pouvait aller travailler sur l'outil. C'est Voilà. parfait, c'est parfait. C'est vrai que c'est une belle collaboration qu'on fait ensemble avec Jean, qui nous a aidés pour le cahier de charge de notre module risque, mais qui nous a également aidés en partageant ses expériences pour qu'on
puisse justement construire notre support même de formation sur le management des risques et en utilisant l'outil. Donc, c'est une très belle collaboration. Merci, Jean. Okay. Prochaine question. Pour justement préparer un peu le terrain de méthodologie, de pourquoi et comment, de comment mettre en place une gestion des risques, c'est important de poser cette question de pourquoi aujourd'hui vous m'entendez? Oui, bon, très bien, moi je t'entends. Des petites coupures de son, je ne sais pas, différents participants. Je répète Oui. du coup pour voir voilà, si tout le monde m'a bien écouté. Donc, pour préparer le terrain pour cette partie plus méthodologique, on trouve pertinent de te demander aujourd'hui pourquoi il est important de mettre en place une démarche de gestion des risques. Très bien. Est-ce que maintenant tout le monde a entendu? Parfait, génial, merci beaucoup. Je crois que c'est mieux, oui. Oui, je pense que c'est important toujours de poser la question du pourquoi avant de se lancer dans l'explication du comment. Ce qui nous motive, ce n'est pas le comment faire, ce qui nous motive, c'est le pourquoi on fait ça. Sur l'aspect du pourquoi, je pense que on peut se demander en quoi la gestion ou le management des risques, on va revenir quand même sur ce distinguo parce qu'il me semble important, mais je vais rester pour l'instant centré sur la notion du pourquoi qui est la question. On peut se demander déjà pourquoi aujourd'hui. Parce que le risque, c'est une thématique vieille comme le monde, c'est une thématique qui accompagne l'homme depuis qu'il existe. Hein. Et même les hommes préhistoriques prenaient des risques, ils ne les prenaient pas toujours à tort et à travers, non, au travers d'une expérience. Voilà, les Grecs, les Romains, on peut tout établir, c'est une thématique très vieille. Ce qui change peut-être aujourd'hui et qui fait qu'il y a une préoccupation nouvelle sur le sujet, c'est pour moi deux facteurs importants qui caractérisent le contexte. Le premier de ces facteurs, c'est la complexité. La complexité, c'est-à-dire que nos échanges économiques, nos façons de gérer l'entreprise, notre façon de gérer un projet, notre façon de construire un objet est de plus en plus complexe avec beaucoup de parties prenantes qui travaillent autour des mêmes sujets. Donc, forcément, ça veut dire qu'il faut mettre en accord divers acteurs avec des technologies de plus en plus performantes, mais aussi de plus en plus complexes. Donc, tout un sujet de complexité. Or, la complexité, par définition, ça génère de l'incertitude. Ce n'est pas complètement maîtrisable et ça génère de l'incertitude. Or, le management du risque, c'est le management de l'incertitude. On dit management du risque, on pourrait dire management de l'incertitude, puisque justement, le risque, c'est aller aborder cette partie de questionnement que nous avons, dans lequel nous n'avons, donc par définition, pas de certitude. Et ce champ de l'incertitude est donc en train monte énormément, très rapidement, de manière un peu exponentielle au sein de nos organisations. Donc, ce que je suis en train de dire là, ça veut dire que continuer à gérer des entreprises uniquement avec nos certitudes, c'est un peu comme naviguer en n'ayant connaissance que de la partie émergée des icebergs, parce que faut prendre en compte des choses dont nous ne sommes pas forcément effectivement parfaitement sûrs, mais qui ont leur place dans la décision économique aujourd'hui. Donc, facteur de complexité extrêmement important qui justifie une fois de plus totalement le management des risques, puisque le management des risques, c'est, je le redis, mais je pense que dans la répétition, c'est pour convaincre, c'est le management de l'incertitude. Le deuxième facteur, je vais parler de deux, c'est un critère d'acceptabilité. Alors l'acceptabilité, on se le redira quand on parlera du comment, c'est un point extrêmement central de la gestion des risques, qui consiste à dire bêtement, la question, elle est évidente. Hein. Qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas? On est bien obligé d'accepter des choses parce qu'autrement, on n'arriverait pas à vivre. Donc, on accepte un certain nombre d'inconvénients, mais pas tous. Et cette acceptabilité, et il ne faut pas s'en plaindre parce que c'est lié à nos niveaux de vie, c'est lié à l'évolution de nos sociétés, et cette acceptabilité, elle est plutôt à la baisse. Elle est à la baisse dans le sens où aujourd'hui, on est de plus en plus exigeant
avec les activités humaines. On demande à ce qu'elles soient bien maîtrisées, mieux maîtrisées. Il y a des accidents qu'on aurait acceptés au 19e siècle qu'on ne va pas accepter au 21e. Non, c'est comment dire, l'adage. Non, mais non, plus maintenant, c'est plus possible. On pouvait accepter ça avant, mais c'est impossible de penser accepter quelque chose aussi bête aujourd'hui alors qu'on est en 2021. Cette acceptabilité baisse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la population, nous, hein, je ne m'exclus pas de la population, évidemment, ce n'est pas les autres, c'est nous tous. Nous avons donc une exigence de maîtrise des activités industrielles, services, financières, peu importe, extrêmement forte. Et donc, cette exigence fait peser un poids fort sur les entreprises, un poids qui se traduit par la responsabilité sociétale, hein, parce qu'on rejoint là le discours sur la responsabilité sociétale. Et ce poids-là fait à nouveau peser de l'incertitude, parce que la responsabilité sociétale, c'est un joli mot, mais c'est un joli mot qui contient aussi là, beaucoup d'incertitudes. Parce qu'autant, moi, une conformité réglementaire, même si ce n'est pas toujours très simple, je vois un peu où on veut en venir. C'est un peu, c'est oui ou c'est non. On est conforme ou on n'est pas conforme. Et quand on parle de responsabilité sociétale, là, pour le coup, on parle il faut satisfaire des populations sur quels critères? Parce que forcément, l'acceptabilité de Monsieur X n'est pas la même que de Monsieur Y, etc. Donc, bref, encore plus d'incertitudes, encore plus de management du risque. Je pense que ça, le cœur est là. Et donc là, j'en ai fait plutôt une exception exogène, c'est-à-dire ce qui pèse sur les entreprises aujourd'hui. Mais dedans, c'est pareil. Dedans, les organisations sont de plus en plus complexes, sont de plus en plus tendues, sont de plus en plus performées, comment dire, optimisées. Et là aussi, on se rend compte dans beaucoup de cas que les approches risques qu'on avait précédemment, qui étaient des approches sectorielles et très métiers, parce qu'on en fait du risque dans les entreprises depuis très longtemps, ne suffisent souvent plus et qu'il est nécessaire de regarder comment l'organisation même pèse justement sur le risque métier. Je vais prendre un exemple d'une entreprise que j'ai rencontrée, je ne vais pas la citer, mais qui maîtrise extrêmement bien, en tout cas qui dépense beaucoup d'énergie pour maîtriser de son mieux ses risques métiers, mais qui à un moment a mal anticipé le fait qu'un certain nombre de compétences allaient partir en retraite et que donc il fallait prévoir ça. Et puis, du coup, on se retrouve aujourd'hui dans des situations quelquefois un peu ubuesques, parce que ce point qui paraît très bête quand on le dit comme ça, qui n'est pas un point technique, qui n'est pas un point de métier de n'importe laquelle des entreprises, c'est un point purement organisationnel. Mais aujourd'hui, il fait peser des risques énormes alors qu'on aurait pu l'anticiper avant. Voilà, donc ce genre de choses montre bien comment l'organisation et ses défaillances, on pourrait citer l'affaire Kerviel comme exemple, hein, parce que c'est vraiment un exemple de défaillance de l'organisation, puisque le métier d'un trader, c'est de prendre des risques. Alors, on ne va pas dire le trader a pris des risques, quel scandale, ou alors on arrête le trading. Le métier même du trading, c'est de prendre des risques. Par contre, à un moment donné, il y a une défaillance quelque part dans l'organisation, quelle qu'elle soit, que ce soit celle de laisser quelqu'un faire, prendre tant de risques que ça, ou que ce soit au contraire de fermer les yeux, on s'en fiche, ce n'est pas le problème, c'est l'organisation effectivement qui a défailli sur ce genre de situation. Donc le poids des risques plutôt organisationnels, managériaux, et puis tout ce qui est environnement, le poids de l'environnement sur l'entreprise est très fort et explique qu'on ait besoin effectivement d'intégrer une démarche de risque dans le management de notre entreprise. Voilà, pour moi, le du comment, il est là-dedans. Il est vraiment dans cette augmentation forte de l'incertitude mixée avec une réduction de l'acceptabilité des populations qui fait qu'on doit faire face à des choses de plus en plus aléatoires. Complètement. Alors, je rebondis sur ce que tu dis justement concernant l'acceptabilité du marché. Quand on dit qu'elle est à la baisse, on peut citer par exemple justement l'exemple de la RGPD, qu'avant, on ne savait pas comment nos données ils étaient exploitées. Donc, il y avait voilà, les grands réseaux qui utilisaient nos données, c'est normal. Même nous, on utilise nos données, les données de nos clients. Sauf qu'aujourd'hui, l'acceptabilité qui baisse fait qu'aujourd'hui, on veut savoir comment nos données sont utilisées, de quelle façon ils sont exploités, pour qu'on ne soit pas en tout cas confronté à des situations un peu voilà, qui ne nous semblent pas correctes avec nous, par exemple. Donc, je vois tellement cet exemple arriver aujourd'hui qui nous fait peut-être rentrer ou vouloir rentrer plus dans ce domaine de management de risque. Parce que ça génère des contraintes pour l'organisation. Ça génère toute une partie infra. Comment je m'assure
que les données sont correctement exploitées. Comment je mets en place des processus peut-être informatiques afin de les garder sécurisées, ces données. Donc, c'est assez intéressant que tu parles d'acceptabilité. Effectivement, c'est un sujet très actuel. Je rebondirais juste en deux mots en plus, parce que dans ce que tu dis, Amanda, tu donnes une des façons, enfin la façon même, je dirais, de répondre, en tout cas aujourd'hui, des institutions à cette baisse d'acceptabilité, c'est la multiplication des réglementations et des normes. C'est-à-dire que la réponse des pouvoirs publics ou des gens qui sont associés au pouvoir public. Et là, je disais que j'avais une forte proximité avec AFNOR. Quand on voit le nombre de normes qui sortent, c'est aussi quelque part là une réponse, effectivement, face à la complexité. Eh bien, on essaye de mettre des normes, on met des normes, on met des réglementations. Alors, il y a un autre champ qu'on n'abordera pas aujourd'hui, qui est celui de la responsabilité, certainement, qui a derrière tout ça, et de la protection de la responsabilité. Mais restons juste sur notre sujet des risques aujourd'hui, même si finalement il y a un lien entre les deux, entre risque et responsabilité. On voit bien que la réponse des pouvoirs publics, effectivement, elle est très normative, elle est très réglementaire, mais la réponse des entreprises aussi. Parce que qui aujourd'hui signe un gros contrat en se tapant dans la main, comme on pouvait le faire, je ne sais pas, au XIIe ou au XIIIe siècle, certainement plus grand-chose, plus grand monde. Là aussi, contrat, quelquefois de plus en plus. Et puis qu'on soit, je ne suis pas critique en disant ça, je participe bien entendu à tout ça. Mais donc, beaucoup d'écritures, de normes, de règles, de contrats, justement, pour la RGPD en fait partie, puisque c'est une norme aussi, c'est une réglementation même. Donc voilà, ça correspond bien à. On essaye, au travers de ça, d'exiger effectivement une maîtrise. On en parle aussi beaucoup de normes, de plus en plus, forcément, dans le monde de l'environnement et des contraintes environnementales qui vont peser sur les entreprises demain. Et on voit bien qu'une partie de ces contraintes s'imposeront par le biais de la norme ou des réglementations. Donc, enfin, on arrive à une question plutôt méthodologique, déjà. Est-ce que tu peux nous parler sur ton approche proche, en tout cas celui que toi tu utilises pour tes missions, pour la gestion des risques dans les organisations? Est-ce qu'il y a une méthodologie spécifique que tu utilises? Alors oui, je pense que, mais je vais dire très, très humblement, tout le monde utilise une technologie, enfin une méthodologie un peu, sinon, enfin je dirais pas spécifique, mais en tout cas personnalisée à chacun d'entre nous, tous les cabinets sérieux, et il y en a quelques-uns évidemment, et quand je dis quelques-uns, beaucoup, hein, dans le panorama sur le marché, et toutes les entreprises qui abordent sérieusement ce sujet-là ne l'abordent pas d'une manière totalement libre. On pose une méthodologie. Donc, il y a effectivement une méthodologie à mettre en place. Je vais en profiter quand même, du coup, pour traiter le sujet, puisqu'on aborde le comment, de la différence entre gestion des risques et management du risque. Parce que, d'ailleurs, c'est le publicité... parenthèse publicitaire, c'est le titre du second ouvrage que j'ai écrit sur le sujet, qui s'appelle De la gestion des risques, titre du premier ouvrage, au management des risques. Donc le titre du second, c'est De la gestion des risques au management du risque. Justement, jusque dans les années 2010, je dirais, les entreprises ont beaucoup géré des risques. Et ce qui va derrière le mot gérer, c'est un aspect un peu outillage, un peu sectoriel, où on prend une situation, puis on gère des risques dans cette situation de production, une situation financière, parce que, entre autres, les financiers, ils gèrent des risques depuis depuis très longtemps aussi, hein, les grands cabinets comptables le savent parfaitement. Donc, on a géré des risques, et d'une manière pas toujours très homogène. Pas toujours très homogène parce que lié à une technologie, lié à un processus bien particulier, une fois plus de production, de finance, de gestion de ressources. Gestion des risques en plus, parce qu'on ne les gérait pas tous de la même façon. Cette gestion des risques, plus l'incertitude a monté, plus on en a fait. Et on est arrivé dans les entreprises, peut-être un certain nombre de des gens qui nous écoutent aujourd'hui se reconnaîtront, à une sorte de patchwork pas très homogène dans certaines entreprises où chacun avait fait sa petite démarche de gestion de risque,
un peu de cynisme dans le petit, sa démarche de gestion de risque, je veux dire tout simplement, sans forcément grande cohérence avec l'entreprise d'une manière générale, ce qui fait qu'arriver au niveau des directions générales, non pas une cartographie des risques, mais une multitude de cartographies, toutes faites sur des critères très personnels à leur hauteur, donc quelque chose de pas très facile à utiliser justement pour piloter une entreprise. Or, le management du risque, c'est bien utiliser la thématique du risque pour piloter l'entreprise. Donc, pas seulement pour dire il faut qu'on réduise tel risque parce qu'il existe, mais aussi pour savoir, au contraire, d'abord, quelle stratégie on doit mener, quels sont les risques depuis la stratégie jusqu'au risque opérationnel, et ce qui va avec le pilotage, savoir faire des choix sur justement les axes stratégiques ou les axes de progrès opérationnel qu'on doit absolument prioriser. Et ça, c'est extrêmement important et le risque permet ça. Et ça me paraît très important de le rappeler parce que ça rappelle aussi, c'est un peu la jonction avec le pourquoi, je profite de cette première question pour tout de suite le dire, c'est que je pense qu'on dit de la gestion des risques, elle est là pour, enfin du management des risques, pardon, alors moi je vais me mélanger dans les termes aussi après, mais justement c'est pour ça que je vais être clair tout de suite, c'est que c'est là pour éclairer le décideur. Et l'objectif, c'est quand même de se dire, je pense qu'autour de nos écrans, là, je vois 78 ou 80 personnes. Je pense que dans les 80, personne n'a le temps. Moi, je ne rencontre que des gens qui n'ont pas le temps. Quelquefois, ils me disent bonjour avant, quelquefois après m'avoir dit j'ai pas le temps. Et si je prends cette remarque au sérieux, ce qui va derrière ça, c'est OK, mais si on n'a pas le temps de tout faire, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on laisse? Et ce qu'apporte le management du risque au final, c'est vraiment une réponse. Alors, ce n'est pas un objet miracle. Hein. Il y a longtemps que mes cheveux blancs font que je ne crois plus au miracle, mais c'est quand même une réponse argumentée à la question, justement, qu'est-ce que je ne dois pas louper parce que, justement, c'est porteur de très forts risques et, à contrario, que ce que je peux me permettre de ne pas faire. Donc, qu'est-ce que je ne dois pas louper d'un côté? Parce que c'est complètement inacceptable, parce que si ces événements-là se produisent, bien, pour le coup, on est en grande difficulté, on est en crise, on est en destruction de toutes les valeurs qu'on a essayé de mettre en place dans l'entreprise. Donc, il ne faut absolument pas que ceci n'arrive. Et puis, de l'autre côté, un tas d'incidents qui vont se produire et sur lesquels c'est peut-être pas la peine non plus de se mettre la tête à l'envers, pour parler trivialement, sur lesquels effectivement on peut peut-être se permettre entre guillemets, de ne pas faire. Et le management, c'est ça aussi. Le management, c'est à la fois se trouver dans l'obligation d'un certain nombre d'actions, mais à côté, parce que quand on parle de manager, il faut leur laisser des marges de manœuvre aux managers, autrement ils ne managent rien, ils sont juste exécutants. Si tout est écrit de ce qu'il faut faire, on est juste tous des exécutants. Et donc à côté, on a des marges de manœuvre, et ces marges de manœuvre, c'est justement de pouvoir se dire, mais ça finalement, ce n'est pas si important que ça. Regardons les choses très, très objectivement, ce n'est pas si important. Donc, ce n'est pas l'urgence. On peut se permettre de ne pas faire. On a tous chez nous, dans nos maisons, un certain nombre de dysfonctionnements. Et puis, on a une paresse, à un moment donné, on est fatigué, on ne les traite pas tout de suite. Et puis, il y en a certains qui vont rester pendant quelquefois des mois comme ça, et puis on vit quand même. Alors, bien sûr, quelquefois, on se dit, il faut vraiment que je fasse ce truc-là. Mais on le laisse. Par contre, il y a des choses sur lesquelles on intervient tout de suite, parce que si vous avez une inondation dans votre maison, vous allez pas laisser faire. Ou si vous avez un risque d'inondation dans votre maison, vous allez essayer de le traiter tout de suite. Puis, il y a d'autres sujets sur lesquels on va laisser faire. Donc là-dessus, l'approche du management des risques, c'est vraiment une approche managériale. Oui, ça mérite son titre, parce que ça permet effectivement aux managers d'avoir une meilleure assurance quant au bien fondé des priorités qu'ils fixent. D'accord? Et ça, du coup, et c'est pour ça que là je fais le lien avec la méthode, puisque la méthode était utilisée là, c'est la méthode qui va le permettre. Et pourquoi elle va le permettre? Parce que je crois que dans un des points majeurs méthodologiques, c'est que quand on aborde une démarche de management du risque, il va falloir que collectivement, c'est-à-dire au sein d'une organisation, on se fixe des critères pour l'évaluation de ces risques.
Parce que la réponse à la question que j'ai posée précédemment, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire, elle est forcément extrêmement subjective et différente entre deux individus d'une même organisation. Moi, le nombre de fois, quand j'anime des ateliers de recherche des risques, où il y a un participant qui me dit bon, si ça arrive, on est tous morts, et où il y a quelqu'un qui est assis en face de lui qui lui répond mais appelons-le Robert. Je ne sais pas s'il y a un Robert autour des écrans, mais Robert, il faut se calmer. C'est arrivé 3 fois l'année dernière, tu t'en es même pas aperçu. Et de cette anecdote-là, on voit bien les grands écarts de vue qu'il peut avoir entre deux personnes au sein d'une même organisation. Le sentiment qu'on a des problèmes, c'est un sentiment qui est très orienté par, excusez-moi, je vais être mal poli, mais par nos emmerdements personnels. Et je vais utiliser volontairement ce mot-là. Donc, on grossit un certain nombre d'événements et on sous-estime un certain nombre d'autres. À côté de ça, il y a des choses qui sont connues de tout le monde et sur lesquelles on est tous d'accord sans avoir besoin de faire des grandes démarches. Mais il y a aussi un nombre important d'événements potentiels sur lesquels, en fait, on ne partage pas la même vision. Pour la partager, il va falloir donc qu'on se mette en place des critères. Des critères sur lesquels on va juste réfléchir. Alors, c'est quoi un critère quand on parle de risque? Et au final, je pense que tout le monde autour de la... J'ai ce mot autour de la table qui vient sans arrêt alors qu'on est autour d'écran, mais c'est pareil, tout le monde dans la salle, je pourrais dire aussi, si on est dans un séminaire présentiel, c'est à peu près qu'un risque, ça se mesure, et ça se mesure sur 2 axes. On dit, voilà, il faut multiplier la vraisemblance ou la probabilité par la gravité, on met ça sur une matrice, ça fait une jolie carte. Super. Bien sûr qu'on va aboutir à ça. Mais la question qui est posée avant, c'est que quand on évalue un risque, on dit est-ce qu'il est majeur, est-ce qu'il est mineur, est-ce qu'il est significatif ou d'autres sémantiques, peu importe. Mais la question posée, c'est qu'est-ce que c'est qu'un risque majeur? Par exemple, sur le plan financier, ça commence, un risque majeur, c'est un risque qui est supérieur à quelle possible perte de ressources financières. Et je suis sûr qu'on fait un tour de table. Alors, même dans la même entreprise, parce que bien entendu, ça dépend, c'est différent d'une entreprise à l'autre, mais même dans la même personne n'est d'accord. Personne n'est d'accord parce qu'on n'a pas les mêmes expériences et on n'a pas la même appétence au risque. Et donc, le premier critère méthodologique vraiment pour faire du management du risque, c'est déjà de passer effectivement par poser des critères que l'on va partager, qui vont être validés par la direction, parce que ça devient aussi un acte très politique de la direction de dire, moi, c'est pas chacun accepte et chacun n'accepte pas un certain nombre d'événements au sein de l'entreprise, c'est moi, direction, je dis ça, l'entreprise va l'accepter et ça, l'entreprise ne va pas l'accepter. Et ces critères-là, ce sont potentiellement des critères financiers, je viens d'en parler, qui est de dire, par exemple, à partir de quelle somme un risque est vraiment très critique, en deçà de quelle somme, sincèrement, c'est pas... Bon, voilà, c'est toujours désagréable de détruire même 1500 ou 2000 euros. Mais quand vous avez un groupe international avec des centaines de milliers d'employés, les quelques milliers d'euros, vous allez être encore là demain. Par contre, il y a des choses beaucoup plus graves que ça qu'on se doit d'éviter, faute de quoi, effectivement, on met en péril des milliers d'emplois, justement, dans l'entreprise en question. Donc, à partir de quand c'est effectivement critique, en deçà de quelle limite, justement, on peut l'accepter, ceci doit être décidé par et validé par une direction qui fait que derrière, on va évaluer justement nos risques, tous dans l'entreprise, avec les mêmes critères. Donc, pouvoir les partager, donc être enclin à travailler ensemble à les réduire. J'ai parlé de finances, mais bien entendu, c'est le moment d'intégrer dans ces critères-là d'autres critères que des critères financiers. On peut y intégrer, bien évidemment, des critères plutôt de l'ordre de l'éthique. Se dire, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait quand on vous impose de faire un document unique ou quand on fait de l'analyse environnementale, on pose des critères qu'on peut qualifier des valeurs de l'entreprise. Bon, même si moi je n'ai pas un client qui ne met pas le décès comme majeur, mais à la limite on pourrait très bien supposer qu'une entreprise mette le décès d'un salarié comme quelque chose de mineur. Bon, heureusement, on rencontre peu de chefs d'entreprise qui ont ce type de valeurs. Mais voilà, quand on fait ça, on dit bien, on n'accepte pas qu'une situation dans l'entreprise puisse conduire à un accident au-dessus
par exemple corporelle, au-dessus d'un certain seuil. Et on va le faire aussi potentiellement avec la responsabilité sociétale. Vous avez des grandes, et ça c'est d'ailleurs une très belle façon de concrétiser au travers justement le management des risques, la responsabilité sociétale. Une entreprise produit des externalités négatives, donc de la pollution, des destructions d'emplois potentiellement, alors pas pour elle, hein, mais pour d'autres autour. Ben, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas? Donc on va fixer ces critères-là, on va faire des critères d'entreprise. C'est vraiment la base, à mon sens, d'un vrai management du risque qui derrière peut être ensuite sectoriel, mené sectoriellement, mais dont on est sûr que tous les secteurs vont utiliser les mêmes critères. Faute de quoi, de toute façon, je pense que tout le monde peut imaginer cet après-midi les écarts qui peuvent exister autrement entre une cartographie qui serait par exemple produite par des commerciaux et une cartographie qui serait produite par des exécutants opérationnels. Et là, on va retrouver tous les caricatures qu'on connaît sur le fait oui, mais eux, ils veulent pas prendre de risques, oui, mais eux, c'est des fous. Et non, mais on a des critères qui nous permettent que personne ne soit considéré comme fou et que personne ne soit considéré comme surprudentiel. Donc, je crois que c'est la base. Après, toutes les méthodologies, elles se ressemblent mécaniquement sur le fait qu'il y a, une fois de plus, une probabilité. On va rechercher des événements redoutés, on va les classer dans des tiroirs, éventuellement en fonction de checklists de causes ou de checklists de conséquences. Mais je voulais insister, comme on n'a pas beaucoup de temps, j'en ai pris pas mal, là, c'est parce que c'est vraiment un critère qui me tient à cœur. Voilà ce que je voulais dire sur le sujet. C'est parfait. J'étais C'est un peu long, parfait. pardon. On a même déjà abordé justement les secteurs, donc le multisecteur. Oui, Euh, c'est pas lié. Alors, ça, il y a des secteurs plus matures que d'autres, mais c'est quelque chose qu'on peut mettre en place dans tous les secteurs d'activité. tout à fait. Tout à fait. Euh, du coup, Jean, maintenant, puisqu'on a abordé un peu l'approche que toi tu utilises, une des questions qu'on nous pose souvent, c'est concernant justement ces différentes approches qui existent, concernant les différentes méthodologies. Donc, on a AMDEC, on a ISO, on a COSO. Donc, la question, c'est est-ce que tu pourrais nous donner une vue d'ensemble rapide sur des principales normes ou méthodologies? Alors, oui, elle va être un peu orientée parce que là, pour le coup, justement, ces méthodologies, elles ont des origines. L'AMDEC a une origine extrêmement technique. On a essayé de lui faire donc, de production. On faisait des AMDEC produits. Le début, c'est l'AMDEC produit. On a essayé de faire de l'AMDEC processus. Alors, le fait de toujours prendre, alors même si au final, c'est toujours un peu les mêmes méthodes, on peut être d'accord avec ça. Mais malgré tout, elles ont toutes un peu leur spécificité aussi. Et quand on essaye de prendre des méthodes qui sont faites pour analyser des produits, pour analyser des stratégies, c'est pas toujours extrêmement heureux. Et donc, il y a quand même des petits coups de canif à donner pour adapter les choses. L'AMDEC a donc une origine très production, très, très opérationnelle. Hein. Une fois de plus, on parlait d'AMDEC produit, on analysait un élément roulant d'une voiture et puis on regardait justement le nombre de fois où ça pouvait tomber en panne et puis les conséquences que ça aurait si jamais ça tombait en panne. Ensuite, donc la première origine, c'est ça, la technique opérationnelle. Il y a une autre origine parallèle qui arrive aujourd'hui au COSO, c'est parce que via le contrôle interne, puisqu'en fait c'est l'outil du contrôle interne, qui est plutôt une origine financière. Alors là, c'est pareil, les financiers, du risque, ils en font depuis Mathusalem. Hein. Donc, c'est pas quelque chose de très nouveau pour eux. Et donc, eux ont développé effectivement un référentiel, le référentiel COSO, qui, à l'origine, est un référentiel plutôt tourné vers les flux financiers. On y parle beaucoup de reporting, on y parle beaucoup de... Voilà, on sent bien, de toute façon, quand on lit le COSO, cette origine financière, aucune critique de ma part, parce qu'en plus, on voit bien qu'il y a un peu concurrence entre les différentes méthodes, hein, le monde du marché veut ça, le COSO aujourd'hui va vers d'autres thématiques que la finance, mais son origine, c'est le référentiel du contrôle interne, et donc le contrôle interne, c'est vraiment la maîtrise des flux financiers. Là où de l'autre côté, l'ISO et puis la qualité, je dirais, était plutôt la maîtrise des flux techniques. Hein, on dit souvent dans une entreprise, il y a un module technologique et puis il y a des flux financiers et des flux technologiques. L'ISO, c'était plutôt la technique.
Et donc, on arrive sur la norme ISO 31000 du côté de l'ISO. Donc, j'ai parlé du COSO, donc qui vient plus là du monde de l'ingénieur, là, pour le coup, du monde de l'ISO, hein, très, très clairement, d'ailleurs, c'est l'ISO 31000, et qui, elle, par contre, alors, on voit que le COSO doit aller vers d'autres thématiques que la finance, et puis, il faut que les normes ISO 30, les ISO, d'une manière générale, elles aillent plus vers la finance, au contraire, c'est-à-dire qu'elles intègrent bien les domaines financiers, ce qui n'a pas toujours été la grande force à mon sens, sans que ce soit critique, c'est juste un constat des démarches qualité ou des démarches environnementales ou santé-sécurité, parce que justement, le risque, au-delà de tout ça, ça doit mettre d'accord, comme je l'ai dit précédemment, l'ensemble des acteurs, que ça soit, et autoriser la comparaison, si j'ose dire, entre des problématiques financières et des problématiques plutôt techniques et des problématiques d'éthique, même, au-delà de tout ça. Donc voilà, c'est plutôt des origines très opérationnelles pour l'AMDEC, très ingénieriques pour l'ISO 31000, mais toutes ces démarches-là, alors je mettrai l'AMDEC un peu de côté quand même parce qu'elle a une forme de complexité dans sa manière de faire qui la rend difficile à utiliser quand on parle justement de projet, de stratégie, de management, de risques structurels. Après, on reste avec deux grandes, ça tombe bien, deux jambes pour marcher, c'est bien. Un côté plus qui vient plutôt de l'ingénierie, donc l'ISO, du monde de l'ISO, et puis le COSO de l'autre côté qui vient plutôt du monde financier. Il faut éviter de les opposer, parce qu'au final, finalement, tout le monde travaille sur les mêmes sujets. Il faut plutôt voir, quand on a du contrôle interne et des flux technologiques dans une entreprise, comment on peut réussir. Et on peut réussir, moi je travaille avec des banquiers, je travaille avec tout type d'entreprise, tout plus, à mettre tout le monde d'accord sur ces sujets-là. C'est parfait, Jean, merci beaucoup. Concernant notre situation actuelle, la crise sanitaire, tout ce qu'on a passé cette année 2020 et un peu 2021 encore, selon toi, quelles sont les observations à en sortir de cette crise sur la gestion des risques et selon toi, est-ce qu'il y a eu des impacts significatifs sur le mode que l'on va gérer nos risques? La première observation que j'ai envie de faire, c'est que, comme tout le monde, j'ai hâte qu'on en sorte. Hein, comme de toute crise, mais de celle-là particulièrement, parce qu'elle a eu une particularité, c'est qu'elle a un impact justement totalement total, là où même la crise de 2008, qui était financière, pouvait peut-être éviter un certain nombre de secteurs. Donc, oui, alors, les crises, d'une manière générale, on a un impact bizarre sur le management du risque. Le premier, c'est que quand on a plein de problèmes à cause de la crise, on est moins enclin à faire dans l'anticipation et donc dans le management du risque. Donc là, ce serait peut-être un côté un peu négatif que je donnerais là. Il faut se méfier des crises, que les crises ont tendance à nous faire revenir sur, de toute façon, avec tous les problèmes qu'on a aujourd'hui à affronter, ce n'est pas le moment d'aller voir des incertitudes et tout, parce que j'ai déjà tellement une grande certitude sur une grande masse de problèmes que je vais traiter ça. Et après, bon, ce qui n'est pas tout à fait juste, parce que quelquefois, il y a des petits problèmes et des grands risques. Au-delà de ça, cette crise sanitaire, elle a plutôt eu effet quand même de montrer, de montrer aux entreprises que finalement, il y a des champs sur lesquels qu'elles pensaient extrêmement rares et donc sur lesquels elles étaient peu enclins à travailler, qui sont celui du sanitaire, mais qui risquent d'être demain celui de l'environnement aussi, et sur lequel qu'elles allaient devoir vraiment intégrer ces champs-là à l'intérieur de leurs préoccupations. Il y a du coup un développement un peu exponentiel actuellement de quelque chose qui est un pan du management de risque, un pan bien spécifique, qui est la gestion de crise, proprement dit, parce qu'il y a plein d'entreprises qui n'étaient pas prêtes du tout à affronter ce genre de pandémie. On peut remarquer qu'on a quand même les outils aujourd'hui qui nous ont permis une remarquable agilité, moi je trouve, au niveau économique, parce qu'on l'a fait à l'arrache dans bien des cas, mais on a réussi à le faire, c'est-à-dire qu'on a maintenu un niveau économique, même en beaucoup de difficultés, mais dans plein de secteurs, avec les outils qui se sont imposés très rapidement. On fait du Zoom là aujourd'hui, on fait du Teams, ça c'est, je veux dire, il y a 1 an et demi, c'est pour dire que c'est court quand même, hein, parce qu'un an et demi, je ne vais pas dire à l'aube de l'humanité, parce que là pour le coup, mais c'est extrêmement bon. Donc on est très réactif, mais la réactivité, elle se fait à l'arrache et forcément, elle se fait aussi avec quelques dégâts. Donc ça a imposé effectivement de travailler sur des événements qu'on pensait rares, mais dont on voit d'abord qu'ils ne sont peut-être pas si rares que ça, puis qu'ils nécessitent effectivement malgré tout une anticipation. Moi, je rajouterais, par contre, à cette crise sanitaire, pour moi, il y a un autre sujet actuellement qui a un impact complètement significatif sur les entreprises, c'est la cybersécurité.
qui alors là est un vrai traumatisme chez ceux qui l'ont vécu, et où on voit bien que c'est à rentrer complètement dans le scope. Là aussi, on avait un certain nombre de dirigeants qui voyaient ça un petit peu de loin parce que penser informatique, technique, c'est pas mon truc. Moi, je suis et aujourd'hui, qui sont rattrapés par cette problématique-là, qui rentre complètement au cœur des préoccupations. Donc oui, ça a forcément, toutes les crises échangent un peu la vision qu'on peut avoir de certains risques et plus globalement du risque. Donc forcément, oui, ça a un impact. C'est bien que tu abordes le point sur la cybersécurité, justement, parce que notre prochaine question est justement sur les tendances à venir pour les organisations, quels sont les enjeux à venir sur la gestion des risques. En attendant, rapidement, je dis juste à tout le monde, on a déjà des questions pour la fin du webinaire, donc n'hésitez pas entre-temps à mettre vos questions sur le chat, comme ça on répondra à la fin de la session. OK? Jean, Oui, à je toi la parole. rapidement parce qu'effectivement, j'ai un petit peu, comment dire, écorné le sujet dans la mesure où j'ai parlé de cybersécurité. Là, c'est pour parler d'un thème simplement. Mais moi, je pense qu'on est sur une thématique qui a émergé maintenant il y a une dizaine, quinzaine d'années, je vais dire, qui n'est pas encore à maturité. Donc, il y a encore beaucoup de travail sur le sujet des risques. Et puis, il y a peut-être des gens de différentes nations autour de cette table. Quand on est sur du Zoom, on maîtrise moins, mais euh, on a encore des difficultés culturelles. C'est-à-dire que les outils maintenant commencent à être un peu plus appropriés par les entreprises, plus maîtrisés, mais culturellement, le risque, c'est pas facile. Hein. La tendance, à mon sens, c'est vraiment c'est pas seulement même de dire on a une démarche de management du risque, euh, c'est de s'approprier et de l'utiliser totalement pour ce qu'elle est et ce qu'elle autorise. Et je pense que là, on a encore beaucoup de progrès à faire. En fait, comme souvent, on se rend compte qu'on met des outils et des démarches en place et puis on vit à côté de ces démarches. Je ne sais pas si mon image est claire ou pas, mais on vit un petit peu. Alors, on fait des ponts évidemment avec la démarche, mais on a quand même un peu l'impression que quelquefois les démarches sont un peu hors sol ou au contraire en sous-sol, je ne sais pas comment il faut dire, mais que finalement elles sont là, tout le monde dit ouais, ouais, c'est bien, mais que dans la vie de tous les jours, on les oublie un peu. C'était pareil avec les démarches qualité, hein. Je crois qu'il faut oser se le dire, c'est toujours comme ça pour un certain nombre d'entreprises, où on a des mal à les rentrer dans la vie de tous les jours d'une manière possible, en plus d'une manière viable, parce que j'entends qu'il ne s'agit pas de faire des usines à gaz dans tous les sens et puis de sortir son tableau Excel tous les matins au petit déjeuner, ou son Pix4, mieux, ou son Pix4, mais malgré tout, je crois qu'il faut, voilà, faut que ça semble, faut que ça s'approprie, faut que ça rentre dans le fonctionnement courant. Il y a une place là pour le risque pour faire ça. Après, il y a des thématiques et il y en a d'autres qui émergeront. Hein, on les a citées, le sanitaire, l'environnement et la gestion de l'information sont au cœur effectivement des enjeux extrêmement forts pour pas les secteurs là qu'on va avoir demain. Je crois qu'on vient de toucher du doigt avec la cybersécurité le fait qu'effectivement, non seulement on vit dans une société interconnectée, que ça a plein d'avantages, mais que ça aussi, ça nous fait porter des risques énormes. Clairement, ça nous fait porter des risques énormes aussi. Et quand on voit des hôpitaux qui arrêtent de fonctionner pendant des semaines, voire des mois, ça interpelle quand même énormément mais voilà, quand il y a de l'enjeu, il y a aussi malheureusement des gens qui se servent de cet enjeu à des fins criminelles, quoi. Donc, on est complètement là-dedans. Et donc, justement, quels conseils on pourrait donner, si on réfléchit ensemble, quels conseils on pourrait donner aux personnes qui nous regardent sur la manière de les aborder, ces risques, ces tendances, ce qui vient et qu'on n'arrive pas à contrôler, même si on met en place des mesures de contrôle en interne, comment on pourrait être à chaque fois mieux préparé pour ces crises, pour ces difficultés, pour ces risques? Moi, je crois que, en fait, on ne peut pas répondre à cette question-là d'une manière statique. On est dans un monde qui évolue extrêmement vite, avec des organisations qui évoluent extrêmement vite. La seule façon
qu'on a donc, enfin, les seuls outils corrects qu'on peut mettre en face de ça, ce sont des outils qui offrent une récurrence la plus régulière possible. Qui nous oblige, c'est de s'obliger non pas à avoir des trajectoires sur 5 ans, mais à se dire que même si on a, ne pas confondre le fait d'avoir une perspective avec celui d'être sur un chemin extrêmement balisé. Non, la perspective, c'est important parce qu'il s'agit de se dire, mais on va pas, on peut plus aller en ligne droite, peut-être qu'on ira. Alors, on ne perd pas de vue la perspective, effectivement, mais parce que parler de cybersécurité, c'est le sujet aujourd'hui. Si ça se trouve, demain, c'est un autre qui va sortir et après-demain, encore un autre. Et moi, je ne suis pas Mme Irma et je n'ai pas de boule de cristal. Et donc, je pense qu'effectivement, on parle beaucoup d'agilité. Ça a du sens. Ça a du sens vis-à-vis du contexte de réactivité et d'agilité. Donc, mais ça nécessite aussi, par contre, de cadrer encore plus les notions de valeur qu'on peut avoir dans une entreprise, parce que justement, ça doit être les rails un peu sur le tour de l'autoroute là, qui nous permettent de ne pas aller dans le fossé. Mais à côté de ça, c'est surtout être extrêmement réactif. Je pense très sincèrement que le management du risque, ce n'est pas l'outil miracle, une fois de plus, mais ça y concourt, parce que, par exemple, un risque... on est capable, si on utilise bien le management du risque, de modifier ses priorités d'un mois sur l'autre. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est sans doute aussi ça qu'on va devoir faire. C'est-à-dire se dire que là, on avait fixé telle priorité et 4-5 mois après, désolé, mais il y a un truc nouveau qui vient d'arriver, là, qui est plus prioritaire que le prioritaire d'avant, ou au contraire, qui rend le truc prioritaire d'avant un petit peu décadent finalement. Et voilà, il va falloir s'adapter sans arrêt à ça. Et je crois que des outils comme le management du risque peuvent aider à cette adaptation. On est bien d'accord. On a déjà d'ailleurs des questions. Une qui touche un peu à la méthodologie et une qui touche un peu à ce fait de pouvoir identifier des risques que l'on n'arrive pas à identifier. Donc, la première question, et je vous assure qu'elle n'était pas posée par quelqu'un de Pixfort avant qu'on nous demande, c'est quels sont les outils que tu connais de gestion des risques pour les projets? Pour les projets, alors d'abord, je dois constater que moi, parmi les clients que j'ai, même s'il y a des outils à côté, 80% des clients que j'ai, c'est plutôt des grosses boîtes. Leur outil encore aujourd'hui le plus présent, c'est, et on ne va pas dire malheureusement ou heureusement, c'est Excel. C'est des choses qu'ils ont développées eux-mêmes et c'est quand même quelque chose qui est très utilisé aujourd'hui encore dans le management du risque. Je ne suis pas un gros spécialiste des outils, sans doute parce que j'ai trop travaillé avec Pixfort et que du coup, je me suis focalisé sur celui-là. Et je ne dis pas... voilà. Après, je pense que, à ma connaissance, tous les outils qui font de la gestion de projet aujourd'hui, quel que soit l'éditeur, ont intégré depuis quelque temps effectivement des modules de management des risques projets. Mais bon, je crois aussi que là, je retouche un peu à ma limite en termes d'outils. Je ne suis pas vraiment le plus spécialiste de ça. Donc, bon, j'ai un peu de difficulté à répondre clairement et très précisément tel outil, tel outil, tel outil, tel outil. Voilà, ce n'est pas trop mon sens. Il n'y a pas de souci, c'est déjà super. Prochaine question, c'est concernant justement les différentes méthodologies. Donc là, comment peut-on, ou est-ce que doit-on d'ailleurs, unifier les méthodes d'analyse de risque, puisque chacune des fois a sa propre méthode de calcul de la criticité du risque. Comment doit-on faire? L'enjeu est là. Enfin, si je comprends bien la question et que je l'interprète en tout cas en disant doit-on homogénéiser les choses au sein d'une même organisation? L'enjeu, il est là. Et la réponse est oui. La réponse, à mon sens, c'est oui, il faut y travailler. On y arrive. C'est un vrai travail. C'est un travail très de diplomatie aussi, parce que, en fait, chacun, souvent, a travaillé avec ses critères, avec sa méthode. Et du coup, aujourd'hui, forcément, chacun tient à sa méthode et à ses critères. Mais là, il y a un vrai enjeu à homogénéiser, parce que la direction finale, qui est la décision finale, pardon, qui est celle de la direction. Imaginez-vous aujourd'hui un directeur qui en fait reçoit des injonctions totalement paradoxales de 10 personnes qui ont travaillé avec des critères différents et qui disent oui, mais ici, le risque le plus fort, c'est le mien. D'ailleurs, je suis capable de le prouver. Voilà ma cartographie des risques. Mais comment tu l'as faite? Je les ai faites avec mes critères. Par rapport aux objectifs que vous avez fixés, chef. OK, mais est-ce que ça prend en compte l'ensemble des critères de l'entreprise, ses valeurs, ses fonds propres, sa surface financière?
donc oui, il faut arriver à ça. Moi, je sais que aujourd'hui, en tout cas, le travail que je fais avec les entreprises, pour répondre aussi sous forme de retour d'expérience, que je fais avec mes clients, les clients que j'ai, c'est je suis souvent, entre guillemets, questionné, non pas pour mettre en place une cartographie de plus, et donc une gestion de plus, mais justement pour dire, ben voilà, on a 10 cartographies différentes, et ce qu'on voudrait, c'est homogénéiser tout ça. Et il y a effectivement là un travail qui est totalement possible de faire, même si à un moment donné, forcément, ça va un petit peu heurter la sensibilité de gens qui ont... parce que c'était leur métier, pris une optique bien précise dans leur coin à eux. Mais c'est l'enjeu, il faut y arriver. Si on n'y arrive pas, c'est comme de mettre un S à système de management, pas un management, mais un système. Il y a un système de management dans l'entreprise. Et avoir une méthode homogénéisée avec les mêmes critères, c'est aussi la seule façon d'acculturer l'entreprise vraiment à la notion de risque. Autrement, les gens, ils voient des outils défiler. Un coup, c'est l'un, un coup, c'est l'autre. Bon, ils vont à droite, ils vont à gauche, comme on leur dit d'aller. Mais la culture risque, elle passe aussi par une démarche et des outils qui sont homogènes et qui travaillent une fois plus sur les mêmes critères. Tout à fait. On est assez d'accord. En fait, l'important, c'est pas tant la méthodologie en soi choisie, c'est une fois choisie la méthodologie, qu'elle soit utilisée multi-impact. Donc, ça veut dire qu'on touche vraiment à tous les domaines de l'organisation et pas uniquement ciblé, par exemple, financier ou santé-sécurité. Parce que quand on cible, on perd justement l'ensemble de vue de tout ce qui peut se passer pour le reste de l'organisation. Donc, le tout, c'est choisir la méthodologie la plus adéquate pour l'exemple pour l'organisation, en tout cas, et en tout cas, consolider les différents impacts sur cette méthodologie. Et je crois que ce qu'on peut dire quand même qu'il y a de commun, par exemple, entre l'ISO 31000, côté ISO, donc dont je parlais tout à l'heure, ingénieur, et le COSO, c'est cette approche globale de l'organisation. C'est-à-dire que les deux, la référentielle, propose vraiment une approche très globale de l'organisation, qui n'empêche pas, après, de redevenir plus opérationnel sur des approches un peu plus sectorielles, mais approche plus sectorielle parce que les besoins des opérationnels ne sont pas les mêmes que les besoins du stratège, peut-être, mais à un moment donné, vont être homogénéisés par une approche qui a été globale, sur laquelle on s'est posé des questions par rapport justement à l'organisation en général. Il y a un risque financier, c'est pas pour une entreprise, c'est pas le risque du budget de Monsieur X ou du budget de Monsieur Y. C'est le risque que l'entreprise est capable de supporter par rapport à son niveau de fonds propres, par rapport à ses besoins d'investissement, par rapport à sa trésorerie, etc., etc. Donc, c'est pas le budget de Monsieur le directeur de ci ou Monsieur le directeur de ça. C'est ce que va supporter l'entreprise. Donc, il y a un moment donné où il faut et c'est ce que nous disent ces deux référentiels, hein, qu'on approche une fois plus très globale. On a encore une question concernant l'identification des risques. Comment on peut faire pour approcher une situation de risque non identifiée et qui avait été vraiment impossible de prévoir, donc ce qu'on appelle communément le Black Swan, justement. Faut rester raisonnable. Si on dit il était absolument impossible de le prévoir, ça veut dire que de toute façon, on n'identifiera pas. Alors, je vais décevoir là. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? On a quand même dans nos outils, quels qu'ils soient, on établit généralement des sortes de, ce que je vais appeler non plus techniques, mais de registre des risques, de checklist, de questionnement. Ce ne sont pas des listes de risques, hein, soyons clairs. C'est plutôt on va chercher sur telle thématique, sur telle thématique, sur telle thématique, sur telle thématique. Ça, on peut l'établir, on peut modéliser de telle façon qu'on puisse justement établir une liste de thématiques que nous devons aborder. Déjà, le fait de faire ça permet de parcourir systématiquement un certain nombre de thèmes et donc de finalement percevoir des choses qu'on n'aurait absolument pas perçues si on était arrivé avec une page blanche en disant bah, c'est quoi les risques dans l'entreprise? Non, c'est quoi les risques qui sont liés à la gouvernance? C'est quoi les risques qui sont liés aux parties prenantes stratégiques? C'est quoi les risques qui sont liés à la stratégie industrielle, qui sont liés aux relations avec les IPRP? C'est quoi les risques qui sont liés Voilà, donc le questionnement, il ne dit pas c'est tel risque ou tel risque, mais il est tous les grands
acteurs de la place en termes de management du risque utilisent ces technologies-là. On a donc des checklists qui nous permettent d'explorer beaucoup plus systématiquement et beaucoup plus rationnellement l'ensemble du scope de ce que peut être une organisation. Après, il n'y a pas de mystère. Une cartographie, si elle est bonne à 80% quand on la produit, c'est super. Je veux dire on cherche le 100%, ça serait à nouveau nier l'incertitude. Donc, évidemment que dans notre identification de risque, on va malgré tout oublier des choses. Mais ça, c'est juste le fait, ça impose la récurrence que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des revues de risque qui doivent se faire régulièrement parce qu'on va les découvrir peut-être quand même avant qu'elles n'arrivent, mais bon, voilà, après, il faut capter de l'information, il faut être toujours les oreilles très grandes ouvertes et tous les systèmes de veille sont activés, etc. Mais même si tout ça, c'est parfait, l'incertitude, elle reste là. Et cette incertitude, de toute façon, elle fera qu'on ne trouvera pas tout. Ça, c'est clair. Mais on a quand même des outils pour aider. Hein. Je pense que c'était plus la réponse attendue. On a quand même des outils pour aider. Ces formes de grandes checklists là, qui peuvent paraître un peu des questions à l'après-vert, quelquefois, mais qui permettent une fois de plus d'explorer systématiquement différents thèmes. Tout à fait, je vais complémenter avec justement mon avis là-dessus. Effectivement, deux fois, on n'arrive pas à identifier le risque. Sauf que dans cette approche de management de risque, on a une chose qui s'appelle les dispositifs de maîtrise et donc les contrôles qu'on met en place, les mesures de prévention, protection. Donc, des fois, on n'arrive pas à identifier un risque, mais disons qu'on a déjà en place une mesure que, par chance, elle aide à maîtriser ce risque qu'on n'a pas identifié. Donc, en fait, c'est important de faire le management de risque parce qu'il est complémentaire. Certes, on ne peut pas tout prévoir, on n'a pas la boule de cristal, mais en tout cas, si on est déjà préparé, c'est le concept d'antifragilité, si on est préparé en interne, on met en place des contrôles, on met en place des mesures de prévention, protection, on fait notre mieux, en tout cas, pour s'il y a des événements qu'on n'arrive pas à prévoir, qu'on est préparé, en tout cas, pour les répondre de la meilleure façon. On a juste un... Oui, pardon, Jean. Je voulais, parce que tout ce que j'ai dit depuis le début, on a parlé de risque, ça concerne, il faut le préciser ça quand même, et puis c'est en t'entendant, je me suis dit, il faut vraiment rajouter ça aussi, ça concerne aussi bien les menaces que les opportunités. La gestion du risque, ce n'est pas que la gestion des menaces, du risque négatif. Le management du risque, alors là, en plus, le terme management, il a tout son sens, ça concerne aussi le management des opportunités, c'est-à-dire la capacité justement à aller saisir des opportunités qui sont donc incertaines par nature, c'est bien du risque. Donc voilà, je ne m'étends pas plus sur le sujet, mais je me dis, tiens, je n'ai pas utilisé une seule fois dans mon discours le terme opportunité, parce que pour moi, risque couvre les deux schémas. D'ailleurs, sémantiquement, j'allais dire j'ai bon, mais le risque aujourd'hui, il a une exception très négative, il est très associé à la menace. Soyons clairs, menaces et opportunités, c'est bien géré dans le même système. Et c'est important dans la perception qu'on peut avoir justement du système, qui n'est pas qu'un système défensif, réduction des menaces, mais aussi un système offensif, saisie des opportunités. Tout à fait, il y a les deux points de notre donnée, effectivement. Donc, nous avons une autre question. Je veux un petit exemple, risque Covid, certaines sociétés ont vu des opportunités. Oui, exact, voilà. Exact, très exact. C'est ça. Et le développement du télétravail est une vraie opportunité pour beaucoup d'entreprises qui a été complètement accélérée justement par exemple, hein, pour ne parler que de celui-là, mais il y en a plein d'autres, par la crise du Covid. Pardon, je t'ai coupé, Amanda. Non, mais aucun souci. C'est vrai que j'ai vu juste après le commentaire d'Andrade. Merci, Andrade. C'est effectivement un bon exemple qui montre les deux côtés du risque. On a une autre question concernant l'appétit au risque. Donc, la personne demande qu'est-ce qu'on appelle l'appétit au risque concrètement et comment peut-on l'aborder dans la pratique? Alors, l'appétence au risque, justement, c'est à la fois c'est tout l'avantage et tout l'inconvénient. Parce que l'appétence au risque, c'est quelque chose de très personnel. C'est quelque chose qui est porté par les individus, la notion d'appétence. Et justement, ce qu'il faut qu'on arrive à faire dans ces démarches-là, c'est à définir une appétence d'entreprise.
Et l'appétence d'entreprise, c'est une appétence là beaucoup plus rationnelle, pour le coup, parce qu'elle est liée à son activité, à son niveau de fonds propres, à sa surface financière, à ses valeurs, à, un certain nombre à son activité même, etc. etc. Et elle est portée aussi, par contre, par l'appétence du dirigeant. Ça, c'est le côté subjectif qu'on ne peut pas éluder, c'est sa responsabilité. L'appétence au risque d'un dirigeant se ressent sur le management du risque au sein d'une entreprise. Mais voilà, en tout état de cause, après, justement, le fait de poser des critères d'entreprise permet d'aller au-delà de l'appétence des individus, c'est-à-dire de temps en temps d'en choquer certains parce que finalement, ils ont l'impression qu'on prend des risques énormes. Mais en fait, voilà, je parle beaucoup de finances, mais parce que c'est simple à expliquer. Je veux dire, mon portefeuille n'est pas le même que le portefeuille de l'entreprise. Je veux dire, un risque de 50 000 euros pour moi peut être une catastrophe à titre personnel, mais pour l'entreprise, c'est pas agréable, mais c'est pas une cata au même titre que ça pourrait l'être pour moi. Donc, les appétences, donc on va, dans certains cas, avec l'appétence de l'entreprise, donc je disais décourager certains qui pensent qu'on prend des risques énormes, et puis au contraire, on sait que, enfin, réduire quelque part le côté tout fou d'autres à qui on va dire non, non mais ça, tu penses que tu veux, mais ça, c'est majeur. Donc, voilà. On fait une appétence, enfin, l'enjeu, c'est de créer une appétence d'entreprise, d'organisation. On a Samir qui a commenté justement RGPD, opportunité pour les RSSI comme moi pour avoir du budget. Bah oui, oui, Voilà, oui. donc Je pense que ce n'était pas une question, c'était un exemple qu'il c'est un donnait. exemple. Okay. Je crois que c'était un exemple et c'est exactement comme bien sûr, toutes les conformités, les normes, etc., à chaque fois créent de nouvelles menaces parce qu'on a la menace de ne pas être conforme, donc déjà, pour faire très simple, mais créent aussi des opportunités à un moment donné de progrès individuel, chacun à son poste, mais aussi de progrès aussi pour l'entreprise, on espère en tout cas. Donc, évidemment, évidemment. Donc, mais je vois que j'ai bien fait de parler des opportunités parce que ça a fait réagir plein de gens effectivement dans la discussion et il fallait vraiment parler. Très bien. Et bien, du coup, on va toucher la dernière question. On est déjà en retard, on s'excuse, mais en tout cas, le sujet il est très intéressant. Donc, nous aussi, voilà, on continue. Et puis, effectivement, on sait déjà que vous avez d'autres rendez-vous, d'autres points après notre webinaire. Donc, la dernière question, Jean, c'est existe-t-il des méthodes mathématiques plus rigoureuses que l'AMDEC pour quantifier l'occurrence sans aller jusqu'aux méthodes sophistiquées utilisées dans l'assurance? Si, par exemple, voilà, tu le sais, voilà, Euh, sur l'AMDEC. alors, avant le deuxième volet de la question, j'allais répondre oui, les gens qui ont une quantité, à un moment donné, peuvent utiliser en fait de la probabilité. C'est-à-dire les méthodes de probabilité sont utilisables effectivement. Mais le gros problème qu'on a dans la plupart des cas, c'est qu'en réalité, quand on fait du management du risque, on travaille sur un nombre d'événements faibles, donc sur lequel on a beaucoup de données, mais qui arrivent sur des événements qui se produisent finalement assez rarement, même pour ceux qui se produisent souvent. Et du coup, ce qu'il faudrait qu'on fasse dans les entreprises, mais moi je dis ça, mais je ne suis pas sûr de le dire sous forme de conseil, je le dis plutôt sous forme de questionnement, y compris pour moi, c'est enregistrer un certain nombre d'événements qui se produisent réellement, de façon à pouvoir effectivement en tirer des enseignements statistiques. C'est le retour d'expérience. Alors, le retour d'expérience qu'on pourrait mieux quantifier si effectivement on enregistrait. Quand je parle d'enregistrer, on a obligation d'enregistrer des accidents du travail parce qu'il y a des lois sur le sujet, mais il y a des tas d'autres incidents qui ne sont pas réglementés et qu'on pourrait aussi enregistrer dans l'entreprise. Hein. Des défaillances de processus, mais enregistrer en quantité pour pouvoir avoir quelques données statistiques. Mais autrement, on rejoint. Le mot probabilité a été changé par le mot vraisemblance par la norme parce que justement, on ne sait pas faire de vrais calculs de probabilité compte tenu justement des informations qu'on a à notre disposition pour faire du management du risque. Mais il y a peut-être des secteurs opérationnels où on pourrait faire mieux, mais il faudrait enregistrer comme les assureurs le font, justement. Mais on resterait malgré tout avec un nombre d'événements bien inférieur et la loi des grands nombres ne s'appliquerait sans doute pas. On a un complément sur la question d'Evan qui posait tout à l'heure sur l'appétence du risque. Je vais juste la faire quand même parce que c'est en complément de sa question. Il demande, est-ce qu'il y a un cadre normalisé pour la définition de l'appétence d'entreprise?
car il Non. a l'impression que l'absence de définition rend difficile le management des risques. Est-ce qu'il y a un cadre pour ça? Alors, la définition, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas de norme qui dit ceci est acceptable, ceci n'est pas acceptable. Je fais peut-être une interprétation de la question, là, c'est un peu difficile. La définition de l'appétence d'entreprise, oui, c'est la limite d'acceptabilité qu'on va poser, effectivement, en fonction des critères qu'on va définir, justement, ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable. Donc, la limite d'acceptabilité qui divise ce qui est pas acceptable de ce qui n'est pas acceptable, c'est la définition de l'appétence de l'entreprise. Mais cette définition-là, par contre, elle est propre à chacune des entreprises. Et il ne peut pas en être autrement, à mon sens. Autrement, ça serait nier toute une forme de liberté d'entreprendre, entre guillemets, par rapport à, sans me faire mon libéral. C'est pas du tout ce que je veux passer comme discours là, mais c'est juste de dire que ça fait partie aussi justement des choix politiques de l'entreprise, de définir cette limite et quelquefois de prendre plus de risques qu'une autre pour mieux réussir ou pour moins bien réussir. Donc, derrière, il y a, enfin, ça a été un des sujets d'ailleurs qui conduisent au fait que la norme ISO 31000 n'est pas certifiable. Hein. Les méthodes qu'elle utilise sont certifiables au travers du système qualité aujourd'hui, mais la norme ISO 31000 elle-même n'est pas une norme de certification. Et moi, je vois mal comment ça pourrait être, je ne suis pas pour d'ailleurs, et je vois mal comment ça pourrait être, ça serait à mon avis dévoyer une norme qui est une norme de bonne pratique, mais qui après relaie à l'entreprise la responsabilité de poser son appétence au risque, justement. Ce serait comme si je vous disais à vous, autour de cette table, c'est moi qui vais vous définir ce que vous pouvez accepter et pas accepter. Dire ça aux entreprises, déjà à vous, à mon avis, j'aurais du mal, et puis alors aux entreprises, pareil. Hein. Voilà. C'est parfait, Jean, c'est parfait. Merci beaucoup pour ton retour. À tout le monde, ceux qui ont pu rester jusqu'à la fin, je sais qu'on a un peu débordé, excusez-nous. Vous recevrez en fin de semaine un email de remerciement avec le replay de notre échange. N'hésitez pas à le regarder ou le partager avec quelqu'un si vous le souhaitez. Et si jamais ça vous vient à l'esprit une autre question, n'hésitez pas non plus à nous contacter. On va se faire le plaisir de vous répondre. Pour ceux qui sont intéressés, on fera nous séparément, en tout cas de Jean, en webinaire plutôt démonstration de notre outil de la gestion des risques, X4Risk. Il sera le mardi 19 octobre. Donc, si jamais vous êtes intéressé, c'est quelque chose qu'on peut aussi vous proposer. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre présence. J'espère que le webinaire vous a plu et qu'il vous a pu apporter des réponses, en tout cas à vos réflexions sur la gestion et le management des risques. Un grand merci à toi, Jean, et à une prochaine fois. Merci Amanda et merci à tous aussi de m'avoir écouté et supporté. Et non. Merci à tous. Bon après-midi.